Et la guerre qui nous est faite aujourd'hui, ce n'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi intuitu personnel, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. Parce que pendant 25 ans, les rapports existent, ils se sont construits sur le malheur du Congo. Des réseaux qu'on démantèle, des projets des raffineries. Encore aujourd'hui, la ministre de Mines me disait que le Rwanda avait adhéré au processus de Kimberley alors qu'il ne dispose pas des diamants dans son sous-sol. Donc, il y a un réseau de trafic qu'ils ont toujours voulu entretenir. C'est les réseaux qui leur permettent de survivre et de construire leur économie. Vous avez vu que le président de la République leur a fait une proposition à table de manière transparente. Venez, on va voir s'il y a des opportunités pour qu'on puisse y travailler. Clairement, ça ne les intéresse pas de faire les affaires de manière transparente parce qu'ils se sont construits justement dans les pillages des ressources tels que bien souvent documentés. Donc aujourd'hui, il est clair, le président de la République s'exprimera, il pourra de manière claire fixer le cap par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres, mais il y a un point commun qui nous unit tous ici, c'est la patrie. Et moi, je n'ai pas entendu, même si d'autres se font encore silencieux, mais je n'ai pas entendu de voix qui soit discordante sur la nécessité de mettre fin à cette situation, de part et d'autre d'ailleurs. Donc il y a un besoin pour nous, plus qu'avant, de nous mettre ensemble parce que finalement, lorsque vous regardez la situation de manière générale, vous voyez que nous faisons beaucoup d'envieux. Le prédécesseur qui est passé devant vous a fait des insinuations sur Brazzaville, je ne voudrais pas le suivre dans ce schéma-là, mais il faut considérer que la reconstruction, les développements de la République démocratique du Congo aura un effet contagieux sur la région. Je n'ai pas envie de nous rappeler les années 70, les années 80 et les rôles que la RDC jouait pour le monde à l'époque. Et donc, on peut comprendre que le calcul stratégique de certains, c'est de considérer que le Congo doit rester faible. Mais le Congo ne peut demeurer dans la faiblesse que si nous, les leaders congolais, nous continuons à être divisés, y compris sur ce qui nous est les plus précieux. Ce qui nous est les plus précieux aujourd'hui, c'est les Congos, pour lesquels jeunes, femmes, journalistes, nous tous, nous devons être au front pour défendre notre patrie, c'est la seule que nous avons. Ce n'est pas parce que il ne faut pas laisser les gens penser qu'ils peuvent s'hasarder à prendre 1 cm² du territoire que, bon, voilà, les Congos est trop grand pour être gouverné par des Congolais. Ce n'est qu'en lançant un message, une réponse d'unité que nous pourrons démontrer à la face du monde que nous sommes nous-mêmes les mieux placés pour assurer notre défense. Il faut que cela soit bien clair, sinon cette situation ne perdurerait pas depuis autant d'années. Et je pense que cette fois-ci, ça doit être la dernière, parce qu'on ne va pas, pendant toute une génération, s'il faut prendre les départs du génocide en 1994, être dans une situation de détresse. Compter des femmes violées, des enfants qui ne vont pas à l'école, des avenirs gâchés. Cette fois-ci, je pense que le moment est venu pour nous tous de nous lever et de mettre un terme définitivement à cette situation qui plombe finalement notre développement. Vous avez suivi ici avec le ministre des Finances qui vous a dit que les dépenses sécuritaires ont explosé 10 fois plus. 10 fois plus pour les secteurs de la sécurité parce que c'est une armée que nous devons reconstruire. C'est dans l'armée au sein de laquelle vous devez former, vous devez faire des programmes d'équipement en munitions. Vous savez entre-temps qu'il y a un programme de nettoyage qui s'est fait au sein de l'armée. Et d'ailleurs, je pense qu'on a profité pour lancer ces offensives parce qu'à peine il y a eu un nouveau commandement militaire qui a été mis en place, à la demande d'ailleurs de beaucoup des notables des provinces touchées par l'insécurité, parce qu'on savait que de ce côté-là, il y avait des complices, il y avait des traîtres qui permettaient à la situation de se pérenniser. Et donc, lorsque le président de la République fait le choix de nommer un nouveau commandement, il y a forcément des intérêts qui sont perturbés, et il y a forcément dans ça le besoin de donner un coup pour dire, bon voilà, c'est pas parce que vous avez mis un nouveau commandement que vous allez penser nous dissuader dans l'œuvre, dans les basses œuvres dans lesquelles ils sont, parce qu'ils ont malheureusement de relais qui sont ici. Et ce que vous dites, il y a évidemment au sein de l'armée les renseignements militaires qui travaillent au quotidien pour arriver à déceler tous ceux qui sont traîtres et tout. Il y a évidemment lorsqu'il y a des situations, par exemple la chute, comme vous aviez dit, des localités, il y a des responsabilités qui doivent être établies
Et il y a dans la chaîne du travail qui s'est fait au niveau de l'armée, on situera les responsabilités. Vous avez vu les images qui ont circulé, des choses qui ont été dites. Il existe un auditorat et des services judiciaires au sein de l'armée qui pourront, le moment venu, établir les responsabilités qui ont justifié cette situation. Alors, vous avez parlé de l'armée ougandaise. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que nous sommes en train d'opérer avec l'Ouganda de manière claire à Béni contre les terroristes des ADF. Nous avons évidemment entendu des informations dans ce sens, disant qu'il y a eu une implication, qu'il y aurait eu implication de l'armée ougandaise dans les événements qui se sont passés. C'est des faits qui sont en train d'être retracés. Et les moments venus, dès que les détails seront prêts, nous pourrons vous donner la position du gouvernement quant à ce. Voilà, on va prendre les questions de Madame Pamela Amunazo, puis ce sera Clément Mwamba. Ici, si vous avez suivi les communiqués, peut-être que les gens ne les savent pas, qu'il existe un centre conjoint des opérations entre la République démocratique du Congo, nos forces armées et la MONUSCO, qui opèrent avec des drones de surveillance, qui voient les mouvements qui s'opèrent au niveau de la frontière. La nuit, des colonnes, des militaires qui viennent, qui opèrent, parce que comment expliquez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il parle du M23, il reste diplomate pour ne pas citer les Rwandais? Vous avez suivi le propos de Mme Bintou à propos, c'est une armée étrangère qui opère sous les couverts des autres. Donc, dire que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas combattu, moi je ne voudrais pas aller ou tomber dans les pièges de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de manipulations et il faut savoir que la situation opérationnelle sur terrain, elle est très dynamique. Vous pouvez penser qu'ils ont cédé cette localité, mais peut-être que c'est une stratégie de contournement. Peut-être qu'on s'est dit par rapport au feu que l'ennemi peut avoir, on peut perdre une bataille, mais perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Et donc, c'est pour ça que sur toutes ces informations qui viennent du front, il faut toujours avoir un certain filtre, un certain recul. Mais pour ce qui reste, les responsabilités sont établies, seront établies. Nous faisons les suivis, en tout cas au niveau de l'armée, il y a un suivi qui est fait avec le nouveau commandement militaire pour s'assurer que nos militaires disposent de tout, parce que d'abord, ils sont mus par une raison qui est juste, la défense de notre territoire. Pour les restes, il y a évidemment des questions sur les terrains, des difficultés opérationnelles qui sont inhérentes dans toute guerre. Vous pensez regarder ce qui se passe en Russie, on pensait que l'Ukraine serait un boulevard, ce qui ne l'est pas. Et donc, il ne faudrait pas qu'on essaye de spéculer beaucoup sur des questions aux opérationnels. Alors, Karega out, qu'est-ce qui change? Mais tout change. Parce que justement, il était des traits d'union qui symbolisaient l'existence des rapports entre les deux États. Le fait qu'il ne soit plus là donne un message qui est clair pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Juste une dernière question, permettez-moi, c'est par rapport à l'assistance humanitaire. En quoi va-t-elle consister exactement? Alors, je crois que le ministre des Affaires humanitaires avait réuni la semaine dernière les organisations qui opèrent. Moi-même qui vous parle, nous sommes régulièrement en contact avec les responsables, notamment de OCHA, pour suivre comment la situation évolue. Il y a beaucoup de besoins. Il y a besoin d'eau, il y a besoin de latrines, il y a une liste. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la mission qui devait y aller aujourd'hui n'est pas partie, parce qu'il fallait justement être en mesure de réunir tous ces besoins humanitaires pour qu'une réponse puisse être accordée. Et c'est cela, l'humanitaire, c'est justement l'une des raisons qui complexifie la stratégie des défenses de nos forces armées, parce que pour nous, il est question de penser à tous ces Congolais qui sont parfois pris entre les deux feux. Les autres viennent dans une aventure criminelle où les vies humaines importent peu, mais nous devons penser à la sécurité des Congolais et être sûrs qu'ils subissent le moins des dégâts de ce qui se passe. Et là, d'ailleurs, c'est extrêmement choquant de voir qu'il y a tous ces humanitaires qui opèrent, de voir que beaucoup de pays occidentaux sont assez frileux pour dire le mal là où le mal s'est fait. Le Rwanda devrait être sanctionné pour tous les torts qu'il cause à ces populations innocentes. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous continuons de documenter tout ce qui se fait. Les moments venus, nous ferons prévaloir nos droits devant les instances internationales. Depuis les débuts de ces événements, j'ai parlé à plusieurs journalistes qui étaient justement bloqués à Kiwanja.
qui malheureusement ont éteint leurs médias parce que pris pour cible par la M23. C'est vraiment tout ce qui existe de criminels qui opèrent dans cette partie du pays, parce que refuser aux journalistes d'opérer parce que vous voulez les prendre pour des vassaux, c'est tuer la liberté de la presse. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien, parce que pour nous, nous pensons que les journalistes doivent être en mesure de témoigner, de montrer ce qui se passe sur terrain. À propos, nous étions en contact étroit avec la MONUSCO, je pense qu'ils étaient une vingtaine. On a réussi à ramener sur Goma une douzaine, et nous continuerons de suivre la situation avec la MONUSCO pour être sûr que les journalistes reviennent à un endroit où leur sécurité est assurée pour qu'ils continuent à faire leur travail. Sur la question russe, mais il n'y a rien à nier parce qu'il n'y a pas d'accord qui a été signé. Je pense qu'il y a eu une mise au point qui avait été faite au niveau du ministère de la Défense. Et si je peux me permettre d'aller dans le détail, il y a eu des contacts à l'époque du ministre Moukena, paix à son âme, d'une société russe dont je n'ai pas retenu le nom, qui voulait fournir de services aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est une démarche qui n'a pas abouti. Et lorsque cela s'est fait dans un contexte où nous n'étions pas encore dans une situation de guerre avec l'Ukraine. C'est dans ces mêmes ordres que je pense que les Russes avaient fourni une assistance militaire aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est là en février 2021, si ma mémoire est bonne, mais cela a été fait, cela a été notifié par les Russes aux Nations Unies. C'est justement ces régimes d'embargo que nous combattons, parce que chaque fois que nous recevons des armes, ces armes doivent être tracées, on doit savoir d'où c'est venu. Et donc sur la question de Russes, pour terminer, le président de la République a été très clair. Nous étions avec lui à Londres à l'occasion de l'Africa Summit, où on lui a posé la question si il allait recourir au groupe Wagner pour assurer la sécurité ici. Il dit on ne va pas recourir à une milice pour régler des problèmes des milices. Et donc aujourd'hui, c'est clair, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui entretient encore des rapports diplomatiques avec la Russie, n'est pas dans une option comme celle-là. Parce que je sais que la participation de mon collègue de la Défense à une conférence organisée en Russie il y a quelque temps fait beaucoup jaser, mais je pense que les gens doivent savoir que même lorsqu'il y a la guerre, et le président de la République l'a dit, il doit toujours avoir de moyens de communiquer. Donc, de ce point de vue, cela doit être bien clair. Mais ceci pose la question, et d'ailleurs, je voudrais vraiment que nous, tous les Congolais, on prenne conscience que notre défense ne peut être mieux assurée que par nous-mêmes. Et donc, au-delà de tout, aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face, notamment la montée en puissance de nos forces armées, ce n'est pas des défis qui commencent avec le président Tshisekedi. Il faut regarder par quel processus nous avons commencé. S'il faut repartir, je ne voudrais pas faire l'histoire, parler de forces armées congolaises après le dialogue de Sun City qui devait fusionner avec l'armée du RCD, l'armée du MLC. Plus tard, brassage, mixage, mais tout ce qui a été fait n'était pas de nature à solidifier l'armée. Disons les choses telles qu'elles sont. Mais le président Tshisekedi est là, il dit des choses de manière claire. J'étais avec lui à Bunia lorsqu'il disait qu'il y avait des problèmes des effectifs dans l'armée. Ça pouvait paraître des questions taboues, mais je crois que le président de la République, dans sa stratégie sincère, aujourd'hui, les Congolais, nous devons tous savoir que nous avons une armée où il y a des militaires qui sont braves, qui sont vaillants, mais une armée qui doit être réorganisée par rapport aux objectifs et à l'ambition du pays. C'est pour ça que dans cet ordre, il est prévu d'ici la fin de cette année les recrutements des 18 000 jeunes pour l'armée et de 6 000 pour la police. Et les budgets IAFRAN a été mis de côté. Je ne pense pas qu'il y a déjà eu un effort aussi massif, une volonté aussi claire de restructurer notre armée. Et tout ce que nous subissons aujourd'hui comme attaque à l'est de la République, c'est pour être sûr que nous n'ayons pas suffisamment de temps pour réorganiser notre puissance de feu. Parce que lorsque nous aurons réalisé notre puissance de feu, les autres n'existeront pas. Malheureusement, entre États, ce qui doit compter, c'est les rapports de force. Mais quoi qu'il en soit, nous avons la détermination autour du président. Et c'est cette détermination que tous les Congolais doivent avoir.